bon, Pépère? Allez, vite sur le peloton. Oh là 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 là, oh là 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 là, quelle image! Et la joie du pistolero à l'arrivée. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Chasse-Patate. Nouvel épisode qui arrive après un petit moment de silence de notre part, effectivement. On n'a pas eu le temps, disons, de débriefer les grandes classiques du mois d'avril. Mais vous inquiétez pas, on est de retour pour tout simplement l'événement de ce mois de mai, le Giro. Et pour m'accompagner aujourd'hui, on retrouve l'habituel Alexis. Bonjour. Voilà, qui visiblement qui a tenté de faire un remplacement pendant cette courte période, mais qui s'est soldé par, dis-le Alexis, un échec, une déception. Une Voilà. déception. Donc un épisode qui ne verra jamais le jour, très bien, il est dans les... Peut-être qu'on vous fera une compile pour vous donner la performance d'Alexis. Moi-même je l'ai pas entendu, donc on verra bien. Également présent, Alex. Bonjour. Et Johan. Salut. Voilà, donc les 4 fantastiques sont de retour pour le Giro. Donc le Giro qui a commencé aujourd'hui avec des Pays-Bas, avec un premier contre-la-montre remporté par Tom Dumoulin. Pas vraiment la surprise générale. La surprise générale, c'est un peu le second, c'est Primoz Roglic, qui a failli créer la sensation, puisqu'il s'incline seulement pour combien de temps, Alexis ? 0,02 secondes. Voilà, donc 20 millièmes. Effectivement, ça s'est joué à très très peu. Ou 2 centièmes, oh, attention, on est des matheux ici, on peut tout faire. Et donc, alors que la première étape vient de s'achever, il est temps tout simplement, avec un tout petit peu de retard, de s'attaquer à ce Giro, donc d'analyser un petit peu le parcours que vont devoir affronter les coureurs, d'analyser les principaux prétendants à la victoire finale, et également faire un tour du côté des sprinteurs, parce que sur cette édition du Giro, les sprinteurs vont pas être non plus complètement délaissés sur le côté, contrairement à ce qui était un petit peu parfois le cas les années précédentes où vous n'avez pas beaucoup d'occasions de briller, là il y en a un peu plus. Donc voilà, on va faire un petit peu le tour d'horizon de tout ce qui va se passer pendant ces 3 semaines de course, et je vous propose de commencer par logiquement le parcours, donc. Qu'est-ce que vous pensez de ce parcours qui a été un petit peu moins dans les extrêmes contrairement aux années précédentes où on avait des parcours un petit peu c'était un petit peu la guerre entre le Giro et la Vuelta, à savoir qui ferait le parcours le plus hallucinant. Le Giro a l'air de s'être un petit peu calmé et ça donne un parcours qui est peut-être un peu plus équilibré. Qu'est-ce que t'en penses, Johan ? Ça donne un beau parcours, ça fait plaisir. Par rapport à des parcours, le pire ça avait été en 2014 où le parcours était absolument immonde, où ils avaient juste récupéré une étape de 2013 avec le Stelvio qui ressemblait à quelque chose, mais sinon c'était course de côte, c'était affreux. Là on a un beau parcours, on a plein d'étapes piégeuses en première semaine, ce qui manquait un peu sur le dernier Giro notamment. On a pas tellement d'arrivées au sommet, en tout cas des arrivées au sommet qui sont peu de chances de se terminer sur les arrivées au sommet, comme sur la dernière semaine avec Rizoul, ou l'arrivée en... comment ça s'appelle ? Piterolo, non ? Après le col de la Lombarde, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc pas mal d'étapes bien vallonnées, pas mal d'étapes avec des beaux enchaînements de cols, donc ça a de la tronche, quoi. Ouais, et à noter qu'il y a, en plus du contre-la-montre inaugural, il y a un seul contre-la-montre, mais qui est plutôt long, un contre-la-montre de un peu plus de 40 km. Il y a 2 contre-la-montre parce qu'il y a un chrono en côte. Oui, après voilà. Alors on j'allais se dire un contre-la-montre pas, parce qu'effectivement après il y a un contre-la-montre en côte, un truc si particulier qu'on voit quasiment que sur le Giro. Parce que c'est de la merde. Oui. Merci cette analyse. Alex, est-ce que tu en penses de ce parcours et de ces contre-la-montre peut-être ? Moi, le parcours, j'ai pas regardé absolument en détail, à part le fait que ce soit très montagneux. Sinon, le parcours est bien mieux que ceux des dernières années. Et j'ai des préférences pour l'étape 14, celle qui fait Alpago, Corvara, Alta Badia, et l'étape de Rizoul. Quel bel accent Bon, italien. même si c'est... Oui, bon, j'ai T'as pas pris italien. T'as tout mis là. L'étape 14, c'est le très bel exemple de ce qui est intéressant dans ce Giro, c'est-à-dire qu'on a un vrai bel enchaînement de cols, avec le Passo Pordoi, le Passo Celadin, machin, plusieurs passos, le Passo Geo, Passo Valdepanarola, et donc pas arriver au sommet et une arrivée en plaine. Mais c'est aussi ce qui montre aussi ce qui peut être la limite de ce Giro, c'est-à-dire que tous les cols sont à plus de 2000 mètres sur toute l'étape, en mai. C'est-à-dire que les mecs ils sont confiants, ils ont ces cols-là sur l'étape 14 qui peuvent être tous bâchés parce que la neige, et après ils ont leur grand final en France. Déjà un départ aux Pays-Bas et un final en France pour l'Italie, c'est un peu voilà. Mais avec les passages à 2700 mètres du col de la Bonnette et du col Daniel, c'est-à-dire qu'ils ont un très beau parcours, mais il faut qu'ils soient assez confiants dans la météo quand même. Ouais, mais d'ailleurs, on a eu des images de la Bonnette qui était complètement neigée, mais qui a été déneigée, et qui visiblement est maintenant complètement praticable. Mais Ils ont mis à déneiger il y a 2 jours, quoi.
faut pas que ça retombe, quoi, disons, Oui, effectivement. voilà. Surtout que RCS, niveau annulation d'étape, il reste quand même sur un brillant Tirreno. Donc, je pense qu'ils aimeraient plutôt éviter ce genre de déconvenu, en effet. Alexis, ton avis sur ce parcours et sur peut-être quel coureur il pourrait avantager, du coup? Donc je suis d'accord avec mes collègues, les enchaînements d'étapes et de montagnes sont vraiment sympas, surtout l'étape 14 comme le disait Alex. Ça pourrait plus avantager un coureur comme Nibali qui enchaîne plutôt bien l'école et qui est pas mauvais en descente en contre-la-montre, à l'inverse de Valverde, je pense, qui va avoir un petit peu plus de mal, mais voilà. Après, il n'y a qu'un seul vrai contre-la-montre pour spécialiste. Et il fait 40 km quand même, c'est quand même un sacré. Bon, après, Nibali n'est pas le spécialiste ultime du contre-la-montre, mais. Non, mais par rapport à Valverde, c'est un peu plus quand même, je trouve. Certes. Enfin, Mais d'ailleurs, voilà. ça va nous amener alors, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur le parcours, peut-être. Oui, non, L'étape peut-être. 20, elle est pas mal. Voilà, très bien. L'étape 20 est pas mal. Voilà. Voilà, c'était la petite touche finale du parcours. Donc voilà, je peux vous dire, on va pouvoir enchaîner donc avec les favoris de ce Giro, qui va être un petit peu le cœur de l'émission d'aujourd'hui. Donc là, on partait déjà sur Valverde, Nibali, etc. Donc, qui va gagner ce Giro? Alors là, la liste des prétendants est assez longue, même si on peut définitivement mettre en avant surtout Nibali, qui est l'énorme favori, Landa, qui reste sur un Giro 2015 où il a vraiment explosé et où beaucoup de monde l'attend au tournant désormais cette année, Valverde, qui fait le Giro, quelque chose d'exceptionnel, et Zacharine, l'énigme Zacharine, disons, est-ce que Zacharine arrivera à tenir 3 semaines après ce qu'il a montré, est-ce qu'il est déjà pas en forme trop tôt, etc. Donc il y a déjà 4 gros favoris qui se détachent, et derrière il y a une flopée d'autres coureurs qui peuvent aussi tirer leur épingle du jeu. Qu'est-ce que vous en pensez, et qui pensez-vous vraiment va pouvoir gagner ce Giro? Qu'est-ce que vous en pensez, Johan? Déjà pas Valverde, parce que même si tu le mets dans les surfavoris, faut rappeler que Valverde, dans sa carrière, il a gagné qu'un seul grand tour. Une Volta qui, en plus, aurait pu être gagnée par Evans s'il n'y avait pas eu un problème mécanique à un certain moment. Et un podium du tour, et puis c'est tout. Donc, Valverde, c'est pas non plus le grand coureur de grand tour dont on sait qu'il va être là pour jouer la victoire. Donc, pour moi, Valverde, tu peux le mettre au même niveau que des Majka ou des choses comme ça. Il peut être là pour le podium, je crois pas du tout pour la victoire. Donc, pour moi, victoire, c'est Nibali, Landa, et potentiellement Zacharine si jamais il se révèle ou quelque chose comme ça et qu'il se tient sur 3 semaines, mais c'est tout. Enfin, il se révèle. Pour moi, c'est pas vraiment une révélation, c'est sûr. C'est l'interrogation. Oui, mais... C'est l'interrogation de savoir s'il peut tenir sur 3 semaines. Ce chiffre, voilà. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ouais, effectivement. Et Alexis, ton avis sur la question sur alors visiblement, il y a plus que c'est entre Nibali et Landa selon Johan, mais toi, est-ce que tu mettrais Valverde, est-ce que tu mettrais Zacharine dans cette équation également? Valverde, pour le podium, je suis d'accord. Pour la victoire, encore une fois, ça va être compliqué parce que, comme on l'a dit, il a gagné un seul grand tour et pour l'instant, à part ça, c'est que des podiums ou des top 10. Zacharine, pour moi, je le vois pas du tout tenir les 3 semaines. Déjà l'année dernière, il a pas su alors qu'il était beaucoup plus en forme sur le Tour de Normandie. Donc là, je pense pas le voir dans le top 10. Par contre, Nibali vainqueur, ça c'est sûr. Et je mise même sur une petite craquante de Landa et une bonne performance d'Oran. D'accord. Et Alex, ton avis sur la question, sur le potentiel vainqueur? Alors, je pense que Chenji va gagner le Giro, à l'envers. Ah oui. Là, il y a ses chances. Avec il y a aussi Yamamoto, là. Il y en a un autre, hein. Ils sont 2-3 là. Genki Yamamoto. Voilà, il y en a quelques-uns. Hein. Il a la concurrence, le Shenji. Hein. Je pense que Landa va gagner le Giro devant Nibali. Je le sens bien, le petit Landa. Après son tour du 30 ans, je pense qu'il est pas mal. Ouais, sachant qu'il après Valverde, je le mets dans l'équation aussi parce que sur le tour, il était vraiment pas mauvais. Après, le problème, c'est est-ce que sur les grosses montées finales, il va pouvoir réussir à s'accrocher Ça dépend de sa forme. Et tu mises sur Landa alors qu'il a eu un début de saison compliqué avec pas mal de maladies qui l'ont fait reprendre sa saison très tard par rapport à la plupart des autres coureurs du peloton. Est-ce que tu penses pas que ça peut l'handicaper et ça peut se ressentir sur son Giro? Tu penses qu'il a complètement récupéré? Non, je pense qu'il a récupéré à un degré suffisamment haut, comme on l'a vu sur le 31. Donc. Et je pense qu'il peut faire vraiment un très très bon résultat sur le Giro, si ce n'est le gagner. Et autre question parmi le quatuor qui se détache, sur Zacharine, comme je l'ai dit, on sait pas trop s'il peut tenir 3 semaines, mais
En dehors de ça, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous pensez pas qu'il est en forme trop tôt? Il y a justement, il paraît que sur le Romandie, il s'interrogeait beaucoup sur sa forme et il pensait être en forme trop tôt par rapport au Giro qui se présentait, qui était son objectif de la saison. Oui, il l'a dit, c'était une arrivée d'étape avec son entraîneur. Apparemment, il discutait à l'arrivée, il dit merde, je suis en forme. Ça me fait chier, je suis en forme trop tôt, c'est pas bien. Voilà, donc est-ce que Ok. vous pensez que ça peut avoir justement une incidence sur sa performance et on peut le voir craquer en dernière semaine? Qu'est-ce que vous en pensez, Johan? Bah, je sais pas trop en fait, parce qu'à la fois il dit ça et à la fois il a pas non plus montré autant de forme que l'année dernière où vraiment il était un peu en mode intouchable sur le Tour de Normandie. Là, il a gagné certes l'étape devant, enfin, il aurait dû gagner l'étape devant Quintana, mais après sur le contre-la-montre, il fait pas une performance extraordinaire et sur la dernière étape, il est quand même un petit peu dans le dur, donc je sais pas s'il est déjà trop en forme ou si ça peut passer quand même. Donc je pense pas que ce soit forcément tellement trop en forme, même si en général on voit les coureurs sur le Tour de Normandie qui sont vraiment en forme sur le Tour de Normandie, ils ont du mal sur le Giro. Mhm. Mais Bon, et pas d'inquiétude, parce que si Zakharine craque, il y a Taramae derrière, donc il n'y a pas d'inquiétude chez Katusha, je pense. Hein. Voilà. Ah, c'est sûr qu'avec Taramae, c'est gagné d'avance. Hein. Ah, bah oui, la fameuse. Alors lui, c'est la flèche doux de Tallinn, un truc comme ça. Il faut inventer des surnoms pour tout le monde, là, chez les Katusha. Eh ben Alexis, tiens, j'aimerais t'entendre, toi, parce que comme on détache quand même des principaux favoris, qui tu penses à la meilleure équipe? Parce qu'il y a quand même, il va y avoir un affrontement aussi collectif. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la Movistar est très très forte, effectivement. L'Astana aussi semble plutôt pas mal, surtout avec ce qu'ils avaient fait l'année dernière où ils avaient complètement archi-dominé le Giro. On retrouve encore pas mal de coureurs de l'an dernier qui sont à nouveau alignés ici. Bon, même s'il y a quand même pas mal de changements. Il y a la Sky aussi qui est bien entendu tout le temps très très impressionnante. Qui tu penses parmi les leaders à la meilleure équipe du plateau? Bah, la Movistar, c'est vrai qu'elle a une équipe très 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 impressionnante comme prévu, avec quand même Amador. Amador. Bah, là, il a fait 3ème du chrono, donc il n'est pas non plus en mauvaise forme. La Sky, il y a quand même Henao, Nieve, Roche. Tout ça juste pour Landa, alors que Landa, sans Landa, Nieve peut quand même avoir un top 10, tu vois. Bah, Roche aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Alors Roche, c'est plus vraiment ça, mais ne serait-ce qu'avoir Roche et Nive comme équipier, c'est quand même assez impressionnant. Et ouais, ça va se jouer entre la Movistar et la Sky. Parce que Tinkoff, Machka, il a pas grand monde non plus pour l'aider, donc... Ouais, tu peux même dire qu'il a personne, hein, on t'en voudra pas, hein, parce que Tinkoff, j'ai pas forcément le truc en tête, mais de mémoire, il y avait pas vraiment de pour avec lui. Hein. Tosato. Voilà. Oula, Paul Jansky. attention, c'est du lourd. Après, Cannondale, je trouve qu'elle a quand même pas une petite mauvaise équipe entre Moser, Formolo, Dombrowski, Cardozo, Uran, Clark. C'est pas si mauvais que ça non plus. Moi, je pense que le petit Roglic, qui vient de faire 2ème sur le chrono, peut faire un top 15. D'accord. Moi, il est dans les 10. Moi, je mise tout sur lui et Kruijswijk, tu vois. Ok. Ben d'ailleurs, Alex, tu parles donc peut-être des coureurs outre le quatuor de Fantastique. Il y a aussi pas mal, donc je l'ai dit, de coureurs qui peuvent pourquoi pas aussi prétendre, pourquoi pas, un top 10 voire mieux. Il y a Kruijswijk, il y a Chavez, il y a Tom Dumoulin qui a gagné le contre-la-montre du jour. Il y a Pozzo Vivo Perrault, une paire CG2R. Bon, on va plus miser, je pense, sur Pozzo que sur Perrault, hein, si on est un peu objectif, vu que Perrault est un petit peu à la rue depuis une ou deux saisons. Il y a Uran, il y a Maishka, il y a Ejdal. Hein, est-ce que le bûcheron peut encore nous faire des exploits? Et Mais il a fait un bon chrono Ejdal ce matin. voilà. Et il y a aussi, attention, l'inconnu total, le facteur X, Firzanov. Alors là, je rigole parce que Firzanov, il y a tout le monde qui dit oui, c'est énorme, vous avez vu son tour du 30. Enfin, je sais pas. Firzanov, c'est un bon puncher, mais à quel moment il est devenu grimpeur dans l'inconscient collectif là? Depuis quand vous pensez qu'il peut faire quelque chose au général? Alex, Johan, Alexis, allez-y. Lancez-vous sur Firzanov, sur la nouvelle pépite russe, la nouvelle comète. Bah moi Firzanov, je l'ai lu, j'avais lu les commentaires sur le forum du groupe Eto avant de voir le Tour du 30 parce que j'étais pas chez moi. Donc j'avais l'impression qu'il ait allumé tout le monde en mode grosse chaudière et puis où il sort machin, en mode Sant'Ambrogio. Et je trouvais qu'il était quand même un peu moins monstrueux que ça que ce qu'on m'avait annoncé et que il était quand même un peu deuxième rideau dès que ça commençait vraiment à être d'école. Et que je suis pas convaincu qu'on va quand même le voir à l'avant. Ouais, je pense qu'il sera là.
son palmarès parle pour lui, hein, c'est un puncher avant tout. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit forcément un mec sur les longues ascensions qui arrive à vraiment faire partie des meilleurs. Puis bon, à Oui, 33 ans quand même. 33 ans? Il est aussi vieux que Fersanov, ça? il a 33 ans. Non, il est plus jeune que ça, mec. Hein. Je pense Ah qu'il non, a... c'est un Ouais, vieux. non, non. il est Non, plus non. jeune. il a pas 28, Pour ça, 29, un truc comme ça? Cette saison, elle Ouais. sort un peu de nulle part aussi. C'est pour ça Il me que semblait ça- qu'il ça- était jeune. Fersanov, il devait avoir 24 ans. Non. Ah. Non, ouais. Non, Moi, j'ai coupé la part en deux. Moi, j'ai dit 28-29, tu vois? Il y a dans la trentaine, hein, je vais vérifier, mais. Très bien. Bon, mais pendant que tu Alors, vérifies... Fersanov, Alors, pendant que tu il vérifies... a... Ah si, il a 33 ans. Ah ouais, Euh, 33 ans, d'accord, très bien. Et ben voilà. Donc Firdanov, visiblement, c'est non pour tout le monde là. Ok. Bon, bah à part Firdanov, parmi disons ceux dont on parle un petit peu moins, les Krochvaik, Chavez, Ouran, qui est-ce que vous voyez, et surtout Dumoulin, donc qui a montré qu'il était en forme, même s'il a dit que visiblement il visait pas le général. Oui. Qui est-ce que vous voyez? Alors, qui est-ce que vous voyez? Alors, Alexis, je voudrais t'entendre. Qui tu vois s'immiscer un petit peu dans le top 5? Qui serait la cinquième roue de ce Giro, outre Nibali, Landa, Valverde, Zacharine? Krujvac. Quelle surprise! Oh là là! Non, mais il a fait un très bon. Enfin, très beau. Un bon Giro par rapport à ses précédentes l'année dernière. Je pense qu'il peut continuer sur cette bonne lancée. Puis bon, déjà, les 4 que tu m'as cités, moi, ils sont déjà pas tous dans le top 5. Alors, tu sais, Oui. c'est pour ça que je rajoute Krujvac. Mais ouais, non, pour moi, il peut vraiment accrocher le top 5. S'il se bat bien. En plus, il a une bonne récupération. Donc, en troisième semaine, il peut Et claquer tout le monde. Et il a Roglic, du coup. Forcément, Ouais. avec lui. Et à part Rochvaik, peut-être qui tu vois d'autres, s'il y en a qui gèrent dans ton top 5 Maïka. Il pourrait s'immiscer jusqu'ici, ouais. Macha qui était pas très très en forme sur le Romandie, justement, qui était limite un petit peu inquiétant et qui a pas fait un bon. Voilà, c'était attendu, mais qui a pas forcément fait un très bon chrono sur le premier jour. T'y crois quand même? Bah, Nibali en Romandie, c'était pas si énorme que ça non plus, et pourtant, il nous sort un superbe chrono quand même. Et oui, mais Majka en plus il a personne, comme on l'a souligné. Il a Tosato, attention. C'est Attention, Paul Jansky. Ouais. C'est vrai que Tosato. Mais bon, Tosato, pourquoi la pas. valeur sûre. C'est ça. Bon, mais très bien. Bah, même question pour Alex maintenant. Qui est-ce que tu vois parmi les petits, les seconds couteaux, disons, ceux qui sont un petit peu moins surveillés? Qui est-ce que tu vois potentiellement faire mal à tout le monde dans l'ascension? En dehors du gros 4, en dehors de tous les favoris. Ah ben, en dehors du gros 4, vas-y. Alors, dans une moindre mesure, je vois bien Tim Wellens faire de bons résultats. Le leader de la Lotto. Et sinon, je verrais bien Johan Esteban Chavez faire la même chose que sur la Vuelta. En tout cas, bien résister en montagne et viser un top 10 sur la fin. Bah, Chavez qui a joué discrète parce qu'il a pas fait beaucoup de courses avant le Giro et on savait qu'il se préparait pour le Giro, mais il a préféré ne pas faire vraiment beaucoup de compétition. Du coup, il arrive, c'est un petit peu l'inconnu concernant sa forme, mais il a fait un très très bon chrono quand même. Puisqu'il termine qu'à 30 secondes, je crois, de Dumoulin sur cette première étape, donc pas mal du tout. Et à part lui? À part lui, il n'y a pas vraiment grand nombre. Domenico Pozzovivo, peut-être. Il n'était pas très présent sur les 2 dernières éditions. Il me semble qu'il avait chuté sur la dernière d'ailleurs. Ouais. Et Rigoberto Urán, mais entouré avec Moreno Moser et Davide Formolo, ça peut peut-être donner quelque chose de très sympa. D'accord, ok, très bien. Bah, même question maintenant pour Johan. Qui est-ce que tu vois par le gros 4? Bah, Tom Dumoulin. Pour moi, c'est tellement évident, quoi. Le mec en Romandie, il est dans le coup. Dans la montagne, il finit plus dans le deuxième groupe que dans le premier groupe, mais il est là. Il montre qu'il est en forme, mais pas trop, donc ça peut monter sur la dernière semaine. Il y a plein d'étapes de semi-montagne, enfin un peu ces piégeuses qui conviennent très bien. Il y a un bon chrono de 40 km où il peut mettre 2 minutes à tout le monde. Pour moi, ça va être celui qui va être là. Et contrairement à Volta, il risque de pas être aussi mis en avant par rapport aux autres favoris. Donc moi, c'est vraiment celui qui peut venir mettre un peu le bazar. D'accord, ok, très bien. Et à part lui, personne d'autre que tu veux rajouter? Personne croit à Ejdal, visiblement. Hein. Moi, je l'ai cité, vous m'avez dit oui, il a fait un bon chrono, personne ne l'a cité. Mais Ejdal, il a absolument rien fait depuis... Enfin, c'est assez bizarre parce qu'il a absolument rien fait depuis le début d'année, mais rien du tout. Ouais, genre 90e partout, enfin, pas foutu de monter un col. Puis là, il arrive, il sort un gros chrono. Donc, Ejdal, c'est toujours un peu chelou comme mec, s'il arrive avec ses pics de forme. Enfin, donc je sais pas. Je vais pas trop me prononcer là-dessus. Sinon, il y a Oran qui avait l'air bien sur le Romandie sans être trop spécialement en forme, donc peut-être lui aussi qui est un gros habitué du Giro, donc Oran surveiller.
a dit qu'il était venu pour gagner. Ouais. Et d'ailleurs, personnellement, Enfin. moi, c'est celui que je pense qu'il faudra surtout le surveiller. Moi, je l'ai pronostiqué sur le podium. Hein. Voilà. Hein. De Moi, même. pas de pub, mais un certain site de Paris, j'ai mis 5 euros sur le podium de Ouran. Donc voilà. Ah, moi aussi, je l'ai mis sur le podium. Voilà, je compte sur Oh là là, Ouran. l'argent perdu gratuitement. Ah, on verra bien, mais voilà, effectivement, il s'est raté l'an dernier, puisque visiblement, d'après son directeur sportif, il avait quelques kilos en trop. Donc voilà, cette année, Il a fait une bête en cours. c'est ça. Mais cette année, peut-être que ça sera mieux. Et il a dit vouloir le gagner, comme le dit Alexis. Du coup, pourquoi pas. Moi, Ouran, c'est un de ceux que je vois le mieux revenir parmi ceux qui s'étaient un petit peu ratés l'an dernier. Et puis surtout, comme vous l'avez dit, il a aussi une bonne équipe derrière lui avec Formolo et Moser. Et surtout, il a dit que Formolo, c'était la révélation à venir de cette édition du Giro. Voilà. Ouais. Bon, après, entre ce que disent les coureurs pour faire des lipettes à leurs coéquipiers et ce qui se passe vraiment, bon, c'est notre histoire, mais voilà. En tout cas, il a annoncé ça, à suivre si ça sera le cas. Très bien. Bon. Et Chavez aussi, moi j'aimerais bien le voir. Bon, ça c'est parce que Chavez, il a fait une bonne Vuelta l'an dernier. Il s'était déjà montré sur le Giro l'an dernier aussi, parce qu'il avait été maillot rose en première semaine. Bon, il n'avait pas été très régulier. S'il arrive à justement pouvoir enchaîner les bonnes performances et pas avoir de journée sans, il peut aussi faire un bon truc. Moi, c'est mes deux petits paris concernant le second rideau de favoris, disons. Voilà. Puis il y a Carlos Betancourt aussi. On ne sait pas vraiment quelle va être la forme. Ouais. Ce qui est hallucinant, c'est que l'an mais dernier, pas si mauvaise que ça, je pense. l'an dernier Ah oui. il fait 20ème avec 15 kilos en trop. C'est ça qui est hallucinant. Imaginez cette année où, visiblement, il a quand même perdu énormément de poids et il a l'air d'être à peu près fit. Imaginez ce qu'il peut faire, effectivement. Et c'est Ça, et il était en forme sur Liège. Il était encore en forme. Je sais plus où, là. Il a gagné, là. Cette Tour semaine. d'Asturie, je crois que c'était. Ça doit être ça. Il a gagné aussi. Donc, il a été aligné de dernière minute sur le Giro. Moi, je pense que il va claquer un truc. Au moins une victoire d'étape. Bon, non. Il va travailler pour Valverde tout le long. Ouais, mais justement, ça peut être Il un va mec jamais qui, avoir qui- sa chance, je il peut pense. tirer Valverde complètement en haut d'un col. S'il est vraiment très très fort, ça peut être le mec qui peut faire de Valverde un mec qui peut tenir sur le podium. Enfin, il peut combler les potentielles lacunes d'un Valverde sur justement, comme vous dites, son traditionnel jour sans. Ça peut être le mec qui peut le sauver, qui peut lui sauver les fesses, Betancourt en fait. Hein. Voilà, avec l'aide d'Amador aussi. Bref. Bon, quelque chose à dire, un autre coureur à citer. On a eu droit à Wellens, pourquoi pas. Un autre coureur que vous voyez, pourquoi pas briller. Olici. Ah, ouais, comme d'habitude, il va gagner son étape. Son petit Geniez, non son sprint à. Alors, ben voilà, on va passer non. au français si tu veux. Alors, Non, allons-y. sinon, Il va rien foutre. Bah, allons-y. Bon, les Ça, Français, c'est clair. ils sont pas 36 au départ, hein, pour ceux qui peuvent viser le Geniez, il général. va profiter du vélo et FDJ cheaté. Il va prendre 2 minutes sur le chrono à tout le monde. Ah, mais Et pourquoi après, pas. il restera dans le top 5. Hein. Alors, aujourd'hui, il termine au-delà de la 20e place, ou aux alentours de la 20e place, je crois, sur le chrono. Donc, dans le top 20, je crois. 20e, tout pile. donc je crois. voilà. Donc il y en a il a annoncé vouloir terminer. Enfin, son directeur sportif a annoncé qu'il visait un top 10, voire un top 5 sur l'étape du jour. Il s'était un petit peu Oh là emballé. Mais effectivement, pas mauvais chrono, donc à suivre. Et à part Geniez, il y a aussi Perrault, donc c'est un petit peu le duo de Français qu'il faudra pourquoi pas surveiller au général. Est-ce que quelqu'un croit en Perrault? Est-ce que quelqu'un... Alors, en Geniez, Oui. visiblement, il y en a qui y croient, mais est-ce que quelqu'un croit en Perrault ou en Geniez? Oui, J'aimerais vous entendre, eh ben vas-y. Non. je l'ai mis dans le top 5. Vas-y, Je- essaie-nous convaincre, ça va être dur, mais vas-y. Bah, en fait, si on regarde le Tour du 31, si on va retourner voir le Tour du 31, on a vu Perrault attaquer tout le temps, tous les jours. Alors que Bardet et Pozzovivo a plus tendance à rester dans les roues. Ce qui fait qu'il tenait aussi souvent un peu plus avec les meilleurs, mais on a vu Perrault attaquer beaucoup et après tenir le choc et continuer à être là. Donc, moi je trouve qu'il monte en puissance. Giro, il va être long, il va être dur, il va être très dur. Ils vont finir dans la neige, ils vont tous être complètement claqués. Et c'est la fraîcheur qui va jouer et je pense qu'il peut être là et là bien. Très bien, très bien. Et alors, bah, donc du coup, tu penses que c'est Perrault qui va être privilégié par rapport à Pozzovivo, alors que dans l'équipe, c'est pas forcément sûr. Je pense que Pozzovivo Oh a là un là. sur des routes de toute façon, donc ça va pas changer grand chose. Ouais. Bon, au moins, Oui. AG2R, deux Bon. cartes dans les mains, quoi. Vas-y, Alex. Oula, Perrault, non. Perrault, non. Quand on sait pas grimper le col de l'Hospédale, je pense pas qu'on peut viser un top 10 sur le Giro. Donc, Oh là. Perrault, clairement, non. Alors là, Bah, il va de l'Arpini pour Pozzovivo, mais il va rien faire d'autre. Hein.
Alerte aux mauvaises foi, là. Je suis désolé, non, mais n'importe quoi. Quand on ne sait pas grimper l'hospédal. Non, mais arrêtons de déconner. Certes, il reste sur une mauvaise saison l'an dernier, mais on peut pas non plus jeter par la fenêtre tout ce qu'il a fait auparavant. Certes, son retour est pas forcément le pari le plus sûr qu'on puisse faire, mais on peut pas non plus dire que c'est un mec qui a pas un potentiel pour faire quelque chose de général, et dire qu'il n'y arrive plus à grimper, c'est quand même un peu faire des raccourcis. Ah si, quand même, quand on termine derrière Théo Vimpère ou Lilian Calmejane sur un col de haute montagne, si on terminait devant des Ouran ou Essiedal, bon, Alors qu'est-ce qu'on doit dire de Pierre Rolland alors, hein? bah, il va rien faire. Voilà, c'était l'attaque gratuite de Pierre Rolland de l'épisode. Il en faut une par épisode, donc voilà, c'est fait. Donc ok, donc toi tu ne crois pas du tout en Perrault. Et est-ce que tu crois en Pozzo du coup? Pozzo Vivo, oui. Pozzo Vivo, il peut très clairement aller chercher un top 5, je pense. Très bien, Non. très bien. Ouais, ok, très bien. Alors Alexis, alors, le troisième et le dernier sur Perrault? Oui, non? Justement, non, parce que je pense qu'il va être là pour aider Pozzo Vivo et Pozzo Vivo va échouer juste au port du top 5. Mais de là, ce que Perrault termine dans les 10, ce serait un miracle. Un peu D'accord. comme sa deuxième place du tour. Ouais. Bon. Bah Johan, tu es en minorité, désolé. Mais passons au deuxième français. C'est Géniez, du coup, qui lui reste sur un top 10 sur le Giro l'an dernier. Il avait terminé 9ème, il me semble. C'est Donc, Géniez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il a plus de chance que Perrault? Lui qui a quand même qui navigue, qui va naviguer sur l'état de grâce de la FDJ, là, qui enchaîne les performances de course en course, là. Est-ce que vous pensez que Géniez peut à nouveau faire un top 10? Alex? Non. Merci. Je veux dire, il fera un meilleur classement que Perrault parce que lui, il s'est grimpé. Mais sinon, Ah non, mais il est méchant Non, aujourd'hui. non. hein. non, mais je prévois même qu'il va terminer hors top 15. Vous pouvez coter. D'accord. Côté, fait là, ça serait des citations parce qu'on est à l'oral, mais pas de souci. Alexis, ton avis sur Géniez? À peu près d'accord avec Alex, il finira devant Perrault, ça c'est sûr. Mais moi je le vois à la 11e place, juste au port du top 10. Très bien. Du coup, Johan, ton avis Non, en vrai, je pense qu'il va faire comme les dernières, ça va faire top 10, relativement discret, deuxième rideau, et puis voilà quoi. Donc top 10 quand même. Tu t'annonces le Ouais, top 10. bah oui, je vois pas de raison qu'il soit pas dans le top 10. Hein. D'accord. T'es ultra chauvin aujourd'hui. Hein. Tu mets Perrault et... dis donc, ok, très bien. Tu vas... Pierrot, c'est le deuxième du tour, hein. C'est la Certes, meilleure palmarès. pas de souci. Le pas meilleur de souci. résultat sur le Combien Tour de d'années, France, déjà c'est mieux que Valverde. D'accord. Ah bah du coup, alors, on n'a pas parlé Scarponi pour la gagne pour ce Giro, parce que lui, il l'a déjà gagné, hein, si on va dans ce sens-là. Non, c'est chez Astana, c'est plus qu'en gaffe, je pense. D'accord. Dans ces cas-là, Victor de Ah, Cunego. c'est pas pareil. Ouais, pareil, on peut ressortir tous les vieux du placard, là, si vous voulez. Cunego, j'ai lu, ça fait 12 ans qu'il a gagné son Giro quand même. Ah, mais le petit prince. Bah, il l'a gagné pour son premier Giro, il me semble, hein, donc il a commencé fort. aussi. 2004. C'est ça. Très bien, très bien. Bon, quelque chose à rajouter sur les chances françaises de briller au général? Est-ce que vous... Une révélation? Pourquoi pas, je sais pas. Je sais même Hubert pas Dupont dans le top 15. Ah, le retour de Hubert Dupont. Mais Hubert Dupont, le problème qu'il a eu, c'est qu'il était très bon et puis il a eu une terrible chute, genre il y a quelques saisons. Et depuis, il a pas vraiment retrouvé son niveau, hein, quand même, en montagne, même de façon générale. Et il avait un niveau. Excusez-moi, Dupont a terminé 2 fois dans les 15 premiers d'un Giro. Il a même fait 11ème une année, donc c'est pas non plus n'importe quoi. Marc Sarrou et Arnaud Courteil, peut-être. Très Mais bien. pas pour le général. C'est plutôt pour les sprints Pour une belle échappée, quand même. D'accord. Et pour les sprints, on a quand même une bonne chance française qui s'appelle Desmar aussi. Et là, on va en parler. On va passer donc au foot vitesse. Parce que là, il y a quand même une sacrée start list. Puisque, alors, je vous fais la liste. On a donc les Allemands, Kittel et Greipel. On a, Desmar, le français. On a alors les locaux, là, il y en a plein. Hein. Modolo, Nizzolo, Viviani, Maresco. On peut rajouter aussi Pellucci. Donc, une bonne flopée. On a également Ewan, l'Australien. Et si on veut aller plus loin, quand on citait aussi quelques noms, ben voilà, Roras, hein, l'homme qui sprint alors qu'il n'est pas sprinter. On a la flèche de l'Oural, Porsev. Et on a aussi, bien entendu, le très charismatique Grossou, qui lui également essaiera d'apporter ses lettres de noblesse au cyclisme roumain. Hein. Il est roumain, hein, c'est pas ça, il est pas moldave ou un truc comme ça. Il était moldave. Genre, il était semble qu'il a moldave. changé. Il a Il été semble qu'il a moldave. changé de nationalité. Oh là là, Maintenant, il est roumain. information totalement, je veux pas vérifier, j'en ai aucune idée. Il nous a fait une Osler. Ah, peut-être. Bon, ben voilà. Bon, en tout cas, à surveiller, Grossou. Donc, qui vous voyez briller, je pense que ça va se situer autour de 2-3 noms qui vont revenir, mais j'aimerais vous entendre qui vont être ceux qui vont se partager les bouquets sur ce Giro au sprint, sachant qu'il y a quand même
pas mal d'étapes qui peuvent leur sourire, plus que les années précédentes. Si on a listé, il y en avait 6 ou 7, quelque chose comme ça, donc c'est déjà pas mal. Donc j'aimerais vous entendre, qui est-ce que vous voyez vraiment gagner des étapes sur ce Giro? Alexis? Greipel, Kittel, Ewan et une pour Offland. Voilà, c'est eux 4 qui vont gagner des étapes, ça c'est sûr. Greipel, il a dit de toute façon qu'il était là pour gagner les 4 étapes de plaine de la première semaine. Donc l'objectif est déjà annoncé. Kittel vise le maillot rose. Ewan, première participation à la Volta, a déjà une victoire. Donc sur le Giro, ce sera sûr. Et ma petite pièce, ce sera sur Offland, parce qu'il a fait deuxième d'une étape l'année dernière. Alors pourquoi pas cette année? D'accord. Il a dit 4 étapes Greipel sur la première semaine, ça va. Il n'y a pas que les cuisses qu'il a gonflé, hein, putain. 4 étapes de plaine, 4 victoires pour lui. Très bien, bon, à suivre, hein, on aura la réponse dès demain. Kittel, tu le vois gagner. Donc, est-ce que tu vois Kittel ou Greipel, ou qui tu vois prendre l'avantage? Parce qu'il y en a forcément un qui va gagner plus d'étapes que les autres, logiquement. Kittel, forcément, il va gagner un peu plus, mais au moins une pour chaque coureur que j'ai cité. D'accord, très bien. Même question pour Alex. Greipel, sur un bon nombre, ça va être un duel Greipel-Kittel, je pense, pour la plupart des étapes. Sinon, une victoire italienne, donc Pellucci ou Maresco pour une étape, et Arnaud Démare pour une étape. Sinon, tout le reste pour les Allemands. Voilà. D'accord, ok. En effet, Maresco à surveiller, qui est la petite pépite là, qui dispute son premier Giro. C'est son premier Giro ou pas? J'ai l'impression de dire une énorme connerie, mais je suis pas sûr en fait. Il a 21 ans, donc... Ah ouais, je pense. En tout cas, il fait un très bon décision, il remporte pas beaucoup d'étapes, ça fait partie des gros espoirs du sprint italien. Et il a un profil qui me rappelle un petit peu dans son parcours un Guardini quand il était chez le nom de l'équipe c'était Vini Fantini, quelque chose comme ça. Guardini qui collectionnait les bouquets sur les courses de seconde zone et qui arrivait sur le Giro, qui avait le directeur sportif lui avait dit tu viens sur le Giro si tu gagnes une étape, et il avait réussi à gagner son étape. Maresco, ça me rappelle un petit peu ce profil. Je le vois bien lever les bras une fois, moi personnellement. Tu vas me dire, Guardini continue à collectionner les courses de seconde zone. Certes, voilà, il a pas forcément enclenché de la surmultiplier, comme on dit, mais bon, voilà. On peut espérer à Maresco un destin un peu plus glorieux que Guardini, qui, à part le Tour du Langkawi, gagne 3 étapes sur le Tour de l'Eurométropole, et puis c'est fini, quoi. Exact. Johan, ton avis sur les sprinters? Moi, pour autant que ça m'énerve, je pense que Kittel va tout allumer sur la première semaine. Ça m'étonnerait pas qu'il gagne 3 voire 4 étapes sur les 2 premières semaines. Et je pense que plus que Greipel, qui me semble pas spécialement, qui déjà l'année dernière n'était pas spécialement dans le coup, et qui, je pense, cette année non plus, vu ses dernières prestations, on va avoir du mal à venir frotter sur les sprints d'Italie, qui sont quand même plus nerveux qu'au Tour de France et qui sont vraiment durs à venir frotter. Je pense qu'il faut plus s'inquiéter sur Viviani pour Kittel, qui a déjà battu au... Comment ça s'appelle? Déjà l'an dernier, Viviani, il a gagné une étape. Hein. Greipel aussi. Oui, bon. Juste devant Offland. Non, oui, Viviani qui a battu Kittel sur course belge, qui est de préparation pour le Tour de Flandre, je me souviens plus du nom. Le Schelde de Frisch. Le Schelde de Frisch, oui, j'ai pensé au même. Oui, il y a 3 jours de la panne. Ah, très bien. Ouais. Et après, le problème pour Viviani, c'est qu'il est absolument tout seul dans son équipe. Il n'y a que des équipiers pour le Landa. Et donc ça va tout au placement. Et sinon, oui, il faut plus faire gaffe à Ewan, qui a quand même les sprints les plus impressionnants cette année avec Gaviria. Et Viviani, son autre problème, c'est quand même qu'il peut gagner une étape et le lendemain faire 53ème. C'est-à-dire que c'est le mec le plus irrégulier au niveau du sprint que je connaisse. Hein. Sur le plateau, là, il est assez impressionnant dans ce domaine aussi. Hein. Et aucun d'entre vous ne cite Modolo, qui a quand même empoché 2 étapes l'an dernier. Donc 2 ou 3, je fais un certain nombre d'étapes. Personne ne cite là Modolo, alors qu'il a quand même une équipe qui est construite pour lui, parce qu'ils ont personne pour le général là l'empré. Ils ont eu Lissi à la rigueur pour l'étape un peu plus accidentée, mais sinon... j'ai oublié qu'il était là, Modolo d'ailleurs. Alors vas-y, on coupe et on refait, vas-y. Avec Modolo en tête, qu'est-ce que tu penses qui va gagner au niveau du sprint? Est-ce que tu vois Modolo gagner une étape du coup? Non. D'accord. Oh là là, le mec. Magnifique, très bien. Bon, visiblement, il n'y a que moi qui crois en Modolo. Moi, je croirais plus. Enfin, il y a Démare qui peut taper une étape, moi, je pense, un moment ou un autre. Parce que c'est quand même un des gros sprinters de cette année. Enfin, même s'il se fait toujours bâcher, c'est quand même vraiment. Faut pas le mettre en retrait. Et le problème pour Modolo, c'est que l'année dernière, il a gagné, mais il y avait quand même un peu moins de monde, un peu moins de niveau, et que à partir du moment où Crépel était un peu dans le dur et où Kittel était parti, il n'y avait plus grand monde pour venir l'inquiéter. Par Nizzolo, mais Nizzolo, c'est pas non plus un gros vainqueur. Nizzolo, c'est régularité même,
à la deuxième place. C'est ça, Pire encore que ça 5 gagne. ou 6 deuxième place à prévoir, mais bon, effectivement. Je pense que Manolo, il va avoir un peu plus de mal cette année. Et du coup, vous voyez qui potentiellement pour gagner le classement par points? Si Kittel, qui est censé être celui qui risque de rafler pas mal d'étapes, sort de la fenêtre à un certain moment, qu'est-ce que vous voyez derrière pour récupérer ce beau maillot, Alex? Greipel. Ah, Parce que lui, je pense qu'il peut passer les boss. Enfin, passer, il va terminer dans le groupe Peto à chaque fois, mais bon, il les passera quand même. D'accord, ok, très bien. Et je remarque que personne n'a parlé de Porsev, je suis très déçu. Moi je dis, Porsev va faire un podium sur ce Giro. Voilà, j'ai l'annoncé. Au moins c'est clair et net. Ouh là là. T'as parié Ouais. ça aussi Ouh là là. Alors je l'ai pas parié quand même, hein. Je tiens mon argent, mais c'est mon petit pari, tu vois, du cœur. D'accord. Mais pour conclure l'épisode, on va passer aux pronostics, hein, qui sont légendaires sur Chasse Patate pour être assez ridicules. Bon, ben alors, Ouais. on va essayer d'être un petit peu meilleur cette année. On va essayer de faire votre top 10 du général pour le 26 mai, je crois que c'est un truc comme ça, 25 mai. Je me lance dans des choses comme ça sans avoir rien préparé du 29. tout. 29 mai, allez hop, le 29 mai, c'est pas très grave. Donc pour le 29 mai, qui est-ce que vous voyez dans les top 10 du général? Je vous attends. Alors déjà, qui a préparé son top 10? Qui est déjà prêt? Pour pas que je lance quelqu'un qui va s'arrêter à la 6ème place comme un con. Donc alors, allons-y. Alors Il vas-y, faut que j'aille chercher mon prono par contre. c'est ça. Alors Alexis, du coup, lance-toi. Alors, premier Nibali, 2 Uran, 3 Valverde, 4 Maïka, 5 Kruijswijk, 6 Pozzo, 7 Chavez, 8 Dumoulin, 9 Ejedal et attention, 10ème Roglic. Ah, un gars sûr. Très très bien, d'accord, ok. Voilà. Johan, ton top 10? Alors, premier Mikel Landa, ensuite Nibali Oran sur le podium, quatrième Valverde, cinquième Jean-Christophe Perrault, sixième Tom Dumoulin, septième Alexandre Geniès, huitième Rafal Majka, neuvième Domenico Pozzovivo et dixième Tanel Kangert. Tanel, ouh, attention. Oh là là. Le dernier nom qui surprend tout le monde. Tanel Kangert comme ça. Pas de souci. Ok. Après Kangert, il y a déjà au moins 15, enfin il y a déjà plein de tops 12-13 sur les grands tours, donc c'est pas non plus. Ouais, non mais oui, très bien. Alex, ton top 10, si tu l'as retrouvé? Alors, premier Nibali, deuxième Valverde, troisième Landa, quatrième Zaccarin, cinquième Chavez, sixième Maïchka, septième Nieve, huitième Pozzovivo, neuvième Tom Dumoulin et dixième Roglic. Très très bien. Par contre, Chavez, qui est ce coureur? Je ne le connais pas. Johan Esteban Chavez. Ah ouais, d'accord, ok. Très bien, très bien. Alors moi, je vais être honnête, moi, j'ai rien préparé du tout. Donc moi, mon top 10, je vais le faire à la one again, comme ça, là, à la volée. Donc attention. Au talent. C'est ça. Donc premier Nibali, deuxième Landa, troisième, je cherche son nom, Uran. Quatrième place pour Dumoulin, cinquième place pour Pozzovivo, sixième Valverde, septième Maïchka, huitième Chavez, neuvième Kruijswijk et dixième Zaccarin. Ouais, donc toi Dumoulin 4ème sans pression. J'ai pas mis Dumoulin quatrième, qu'est-ce que tu dis toi? Je Ah, l'ai si, mis. si. Ah si, je l'ai Ah, mis si, quatrième. si. Oh là, le mec qui contrôle pas du tout sa bouche, et ben voilà, je l'ai mis quatrième, ben voilà, et voilà, et ça y est. Bon, ben, très Ah, bien. t'as des couilles quand même, t'as des couilles. Voilà, je pense que j'ai confondu le mot que je voulais lire en fait, et je voulais pas du tout lire Dumoulin quatrième, mais c'est pas très grave, voilà. Je ne peux pas faire retour en arrière, c'est pas de souci. Tu auras perdu tout ton argent Non à mais cette société que tu vas pas dire le nom. pas de souci, pas de souci. J'assume totalement cette erreur qui va se révéler être un coup de génie, vous allez voir. Rendez-vous donc le 29 mai. On verra. verra. C'est ça. On Le est quand mot- même 3 à mettre Oran sur le podium. Hein. Ouais, oui, c'est-à-dire que tout le monde s'attend quand même à ce que Uran arrive à revenir en fait après sa saison 2015 un peu en deçà, voire même C'est pour son année. C'est l'année d'Uran. Ouais. Bah parce que maintenant il a changé d'équipe et désormais il est avec des grands coureurs comme Roland, tu vois. C'est des mecs qui lui apprennent. Moderne. C'est ça. Il apprend aux côtés des plus grands, donc forcément la progression quoi. Bah oui. Bon, mais je pense que c'est le moment de. Alors, je tiens à dire quand même que le niveau des moins de 25 ans sur ce Giro est absolument nullissime. Ah ça. oui, oui voilà. Ça va être une lutte entre Kudus et Tim Wellens. Ça Non, me dit attends, le nom. il y Il y a- a Goals aussi. Awesome aussi. Il y a Awesome. Damien Hudson, Boswell aussi, on peut en citer 3 ou 4, mais bon. Carlos Verona. D'accord. Il fallait s'arrêter juste avant. On était à peu près crédible avant Verona. Mais là, c'était le nom de trop, dommage. Effectivement, le meilleur jeune, là,
top 30 sur le Tour de Catalogne ou des trucs comme ça. Mais Je l'ai même pas mis dans mon top 10 des jeunes Moellens parce que je pensais qu'il était trop vieux. Kudus, qui est quand même sans doute un des favoris pour ce maillot, et ça serait pas le premier Africain à remporter un maillot distinctif sur un grand tour si jamais il arrivait à. Il a déjà aller au gagné le bout. Tour de France, donc il a déjà gagné un maillot distinctif. Ah sur non, un- mais oui, non, Ouais, mais mais il a il pas une était nationalité. Oui, il est Grande-Bretagne, il est plus kényan. Enfin, il est plus Après, kényan quand même. t'as Impey qui était le premier à porter un maillot. Ah voilà, c'est Il y ça. avait Tekle Aymanot qui avait porté le maillot à pois sur le Exactement. Tour de France. Voilà, bon, bah alors là, c'est l'étape supérieure, il faut le remporter au bout. Bon, très bien. On verra bien si ce Giro rentre dans l'histoire pour le cyclisme africain. À suivre. C'est ça. Je pense qu'il est moment de se quitter. Le mot de la fin, qui bien souvent nous offre des blagues nulles de la part de tout le monde. Donc allez-y, lâchez-vous. Alexis, un mot avant de se quitter. Là, je suis dégoûté parce que j'ai pas encore pu faire de mauvais jeux de mots sur cette émission et j'en ai pas balancé. Donc voilà. Ouais, t'en as fait un hors antenne juste avant le début sur la taille de mon sexe, qui était très bien placé. Et je suis très très content qu'il n'ait pas eu lieu en plein milieu de ce podcast. Donc voilà. Tu as quand même fait ton office sur cet appel Skype, t'inquiète pas. Alex, le mot de la fin? Jérôme Coppel, la légende. D'accord, très bien. Johan? Bah, les chronos en côte, c'est le truc le plus aberrant qui est sur le Giro actuellement. Il faudrait vraiment qu'il le supprime. Voilà, un coup de gueule pour conclure ce podcast, c'est bien. La polémique, c'est ce qu'on veut. Faisons de l'audience grâce à ça. Moi, de mon côté, j'ai envie de vous dire, rendez-vous après le Giro pour faire le bilan et se rendre compte si on a dit ou pas des conneries. Je pense qu'on aura dit, vu qu'on va pas vous mentir, hein, c'est un podcast en mode complètement à l'arrache, hein, mais bon, on se dit pourquoi pas, hein, on n'a rien fait depuis 3 semaines, il faut un petit peu ressortir un petit peu un podcast. Donc ben, voilà, on a fait ça avec une préparation d'environ 53 secondes chacun. On s'en est plutôt pas trop mal sorti, hein, ça allait. Soyons honnêtes. Non, c'était pas si mal, je pense. Non, c'est vrai. Bon, Ça va. voilà. C'est bien, il faut y croire, les gars. Allez. En attendant, ciao! À plus. Ciao. Au revoir.